Bonjour, Abdoulaye Mardier, directeur régional du PNUD Afrique. Le Sahel, comme on l'a dit ce matin, est une zone à grande incertitude, avec une sécheresse chronique, une forte densité de la population, une forte mobilité de la population, des problèmes sécuritaires, une économie très très faible. Et cette combinaison un peu de facteurs rend la situation extrêmement toxique et cette grande fragilité exerce des menaces dans la région. Et ce qui fait d'ailleurs que la région est vue comme un trou noir sur le plan sécuritaire et qui est un peu un foyer, un pont fluide de migration. Donc c'est des menaces qu'il y a là et donc il faut s'en occuper. Ce que nous faisons comme analyse, c'est que les menaces peuvent être transcendées lorsque vous vous organisez. Ça peut être transcendé surtout lorsque vous définissez une vision du futur et un chemin qui conduit vers ce futur-là. Et c'est un peu l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, une vision prospective du Sahel. Oui, ça peut contribuer à changer la donne parce que, comme je disais tantôt, c'est une zone d'incertitude. Et très souvent, quand vous analysez le Sahel, c'est une région qui est un peu à la périphérie des centres économiques de tous les pays appartenant au Sahel. Centres économiques étant très souvent les capitales. Ce sont des zones qu'on peut dire dans le jargon non bien gouvernées et donc presque exclues du processus de développement. Et ça en fait justement une zone de danger et de menace. Donc l'objet, la façon de sortir un peu de ce danger, c'est de nous assurer que non seulement ces zones sont incluses dans le processus de développement, mais de façon concertée. Parce que très souvent, il y a des questions transfrontalières qu'on ne gère pas. Et une vision prospective concertée permet de donner aux pays membres du Sahel une stratégie concertée de réponse à ces problèmes qui sont des problèmes connexes. Et très souvent, les pays s'attaquent à ces questions de façon séparée. D'ailleurs, vous verrez que beaucoup de ces pays ont des visions de développement, ont des stratégies à long terme, ont des visions prospectives, mais des visions qui ne se parlent pas. Et on a dit tout à l'heure que la somme des visions prospectives nationales ne fait pas une vision régionale. C'est pourquoi on a cette approche régionale pour avoir un traitement régional de ces questions. J'aime bien votre mot processus. Il faut que ce soit un processus. Ce n'est pas un exercice académique. D'abord, il faut fédérer l'ensemble des intelligences sahéliennes. Par intelligence, j'entends les experts, les communautés, les leaders politiques, les jeunes, les femmes. Et donc, il faut cette inclusion dans le processus du design même, de la conception de l'exercice. Et c'est ça qui est très important. Et c'est un peu l'approche du PNUD. Donc, ce n'est pas un travail d'experts confinés dans des bureaux en train de rédiger une vision prospective. Et on en a vu d'ailleurs ce genre d'exercice qui ne mène à rien. Et nous voulons que ce soit une attitude, disons, commune, où les intelligences se fédèrent pour d'abord définir cette vision de long terme et nous mettre d'accord sur les actions à mettre en œuvre. Par exemple, un point important qu'on a souligné ce matin, c'est que parce que le Sahel est un espace isolé et distant, disons, des centres que sont les capitales, il faudra peut-être réinventer la notion de l'État et développer un peu disons, l'État décentralisé, l'État déconcentré, et un État qui est proche des populations, des besoins des populations. Donc voilà un peu l'approche que nous voulons mettre en œuvre, qui est une approche participative avec une fédération de toutes les intelligences et de toutes les énergies. Donc on peut dire que l'espoir est là. L'espoir n'est jamais perdu, il faut juste l'arroser. Et il a toujours été là. C'est justement parce qu'on n'a pas arrosé l'espoir que le désespoir est né. Toute la jeunesse que nous voyons qui justement traverse le Sahel et qui va vers la Méditerranée dans des horizons un peu lointains, c'est qu'on n'a pas donné à cette jeunesse une chance d'abord de définir leur vision du futur et de s'approprier cette vision-là. L'exercice que nous offrons donnera ce cadre-là lorsque la population aura défini sa propre vision et aura adhéré à sa propre vision. Et je pense que c'est ça qui va sédentariser les gens. Parce que lorsque je définis ma vision, je voudrais l'exécuter. Et je pense que c'est un peu cet espoir qui n'est pas mort, qui est peut-être enfoui. C'est cet espoir qu'il faut nourrir. Et lorsque l'espoir est nourri, la jeunesse reste et pour cueillir les fruits de l'espoir.
Il faut cultiver cela aussi. Et je pense que, bon, on a entendu les États tout à l'heure. Il y a cette adhésion dans l'esprit que nos États ne pourront jamais ni émerger ni se développer seuls. Ce n'est pas possible. Parce que la taille de leurs économies est réduite. Et donc, il va falloir travailler à échelle, à grande échelle. Et la seule façon de travailler à grande échelle, c'est l'intégration et la coopération régionale. Je pense que c'est une idée qui est adoptée par les pays africains. Et d'ailleurs, cette idée a été déclinée dans la vision 2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine. En fait, l'exercice, disons, prospectif que nous faisons s'inscrit un peu dans cette vision-là. Il se trouve que l'Afrique est plurielle. Bien qu'on a l'agenda 2063, vous avez des sous-régions qui ont leur propre dynamique. Le Sahel a des dynamiques qui sont différentes de celles de la région des Grands Lacs, qui elle-même a des dynamiques différentes de la Corne de l'Afrique. Et c'est pourquoi, bien qu'on ait un peu cette vision de très long terme, agenda 2063 de l'Union africaine, bien qu'on ait un peu cette vision de très long terme, parce qu'on vient d'adopter en septembre, donc le mois dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies, l'agenda post-2015, comme on dit, l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable. Bien qu'on ait tout cela, il faut ensuite décliner ça vers des stratégies beaucoup plus, disons, qui cadrent beaucoup plus à des dynamiques sous-régionales, dont le Sahel. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et encore une fois, pour répondre à votre question, il y a une forte adhésion, non seulement des autorités politiques, mais je pense des cadres qu'on a vus ce matin. Avez-vous un message particulier à lancer? Oui, le message que je dois lancer, c'est que il nous faut sortir un peu de cette tyrannie de l'urgence et de la réactivité. Très souvent, dans le Sahel, comme dans beaucoup de nos régions, nous n'avons pas des stratégies de long terme, nous n'avons pas des visions de long terme. Nous sommes frappés par l'urgence et nous réagissons. Et en le faisant, c'est très coûteux d'abord, parce qu'on n'a pas prévu, et quand on ne prévoit pas, les coûts de réponse sont énormes. Par contre, lorsque vous prévoyez, vous définissez un sentier d'action et les coûts sont moindres. Et prenons disons de façon, disons, primaire, ce qui se passe par exemple ici, dans la sous-région, où nous avons souvent les inondations de façon saisonnière et récurrente. On le sait, et pourtant on attend qu'il y ait l'urgence et on réagisse. Pourquoi on n'aurait pas une vision de très long terme pour avoir une action structurelle pour régler les questions de l'inondation? J'ai pris l'exemple de l'inondation, je peux prendre beaucoup d'autres. La gestion du développement, c'est la prévention d'abord, et la prévention se fait par l'anticipation et l'action. Et toute la philosophie, disons, tout le sens de l'exercice prospectif, c'est l'anticipation et l'action. Il faut toujours anticiper et ensuite agir, parce que sinon on est dans cette tyrannie de l'urgence qui coûte extrêmement cher. Voilà un peu cette déficience que nous cherchons à corriger dans le cadre de l'exercice de prospective du Sahel.